Je suis Seine Global Mind Consulting qui fête aujourd'hui ses 10 ans d'activité, 10 ans au service de l'accompagnement des acteurs économiques, institutionnels, culturels, politiques, dans la gestion, la promotion de leur image de marque, dans la valorisation de ce qu'ils font et de la manière dont ils entendent changer notre narratif. Alors, ce premier webinaire d'une série de 3 sessions, imaginé avec le groupe Huawei, partenaire de We Are pour le programme We Are Long Leaders, nous amène à nous interroger et à discuter sur finalement le digital. Qu'est-ce que le digital aujourd'hui, cet instrument, ce levier, comment peut-il permettre d'être un véritable accélérateur, un véritable transformateur pour des modèles économiques? Alors, en quoi le numérique peut-il être un outil d'émancipation pour les femmes? Comment le rendre plus accessible? Comment donner envie aux femmes de se lancer dans ce vaste monde du numérique? Autant de questions qu'on va se poser dans cette discussion d'une heure. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Cynthia Adedirian ici. Cynthia, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Seynabou, bonjour Edmond, merci. Merci d'avoir répondu présent. Alors Cynthia, je rappelle que tu es une Young Leader de 2021, tu es bénino-sénégalo-capverdienne, est-ce que je peux dire ça comme ça? Tu peux dire ça comme ça. Tu es basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'où tu nous parles actuellement. Tu as 10 années d'expérience dans le secteur des médias et de la gestion d'entreprise. Tu es également directrice générale d'une plateforme qui s'appelle Keops Tech, qui est la première entreprise qui digitalise le transport de colis et de plis entre les villes africaines. Bravo. Tu es également jeune entrepreneur. On peut dire en fait que tu es passionnée par l'écosystème du digital et on peut surtout dire que tu as eu aujourd'hui un parcours entrepreneurial qui a été jalonné par cet univers de la tech. On est très heureux vraiment de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup, pareillement. On est également avec Edmond Jokeng. Edmond Jokeng Tebo, tu es camerounaise. Tu as 13 années d'expérience dans le domaine de la communication et du marketing. Tu es chez Huawei, au sein du groupe Huawei, en tant que directrice des relations publiques qui couvre 5 pays dans la CEMAC. Tu gères les relations publiques pour le compte de ce groupe et tu as un parcours en tant que femme chez Huawei à des postes de direction qui montrent finalement que only sky is the limit. Oh yes. Bonjour Seynabou, bonjour Cynthia, ça fait plaisir d'être avec vous. On espère avoir des échanges assez intéressants qui vont étayer tous ceux qui nous ont fait le plaisir de se connecter. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir répondu présent, Edmond. On est ravis de t'avoir également. Alors, quelques chiffres peut-être pour camper le décor sur ce thème qui va nous occuper ce matin. Aujourd'hui, c'est moins de 50% des filles en Afrique qui sont scolarisées. Plus de 50% de ces dernières abandonnent l'école avant la fin de l'enseignement primaire, malheureusement. Elles ne sont que 1% à sortir de l'école avec des notions d'informatique, un chiffre encore plus faible chez les jeunes filles, selon la Banque mondiale. Éduquer les jeunes filles au métier du digital permettrait de réduire de 21% l'écart salarial. On passerait ainsi de 32 à 11%. Autant de chiffres qui finalement finissent par nous interpeller et de nous montrer qu'aujourd'hui, on devrait avoir intérêt à s'investir davantage dans le digital et à former, à accompagner ces actrices. Alors, je donne la parole à Edmond. Aujourd'hui, la formation est-elle un enjeu pour nos filles en Afrique dans le domaine du digital? Merci Seynabou, merci de me passer la parole. Je vais dire, on va commencer par dire que si on avait des doutes auparavant, alors depuis la crise du Covid, il est beaucoup plus clair que l'importance du digital pour l'autonomisation des femmes est indéniable. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a vu une accélération de la transformation digitale grâce aux nouvelles technologies. Et on a l'Afrique qui est un continent prometteur, le continent de l'avenir, qui aujourd'hui a une population en moyenne, qui ont en moyenne 30 ans, pour la plupart, de plus de 1,2 milliard de personnes. Et voilà, c'est un potentiel énorme pour le développement de l'économie en elle-même, au-delà de l'économie numérique. Et dans cette population, effectivement, on va dire que la représentation des femmes, elle est un peu névralgique. Donc, le digital est un atout, effectivement, un outil pour l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup, Edmond. Alors, si le digital est un outil pour l'autonomisation des femmes,
En quoi le digital peut-il rendre l'éducation, la formation plus accessible? Cynthia. Merci Seynabou. Donc, en quoi le digital peut rendre la formation plus facile? Donc, tu le disais, je pense que tu as soulevé pas mal de chiffres clés et de chiffres importants. Aujourd'hui, c'est vrai que plus de la moitié des femmes, finalement, dans le monde n'utilisent toujours pas Internet. Edmond a bien parlé justement de cette fracture qui est encore plus visible suite à la crise sanitaire. Je pense qu'on a tous constaté des contrastes entre des pays développés et nos pays de la sous-région pendant cette crise, parce que on s'est bien rendu compte que tout ce qui était cours en ligne a permis justement de maintenir un certain suivi au niveau de l'éducation, ce qui n'était pas forcément le cas dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit, je parle vraiment de l'Afrique subsaharienne. Et je pense que, comme nous tous ici, que le numérique, c'est vraiment un accélérateur de connaissances, déjà de connaissances, d'opportunités pour les femmes, mais pour qu'on puisse remplir ce rôle pleinement, je pense que le numérique, il doit au préalable être accessible. Donc, je pense qu'il y a une vraie urgence finalement à agir de manière très globale pour pouvoir faire deux choses. La première, c'est déjà de pouvoir étendre le réseau Internet pour pouvoir démocratiser son utilisation. Parce qu'on parle d'accélérateur, mais en même temps, les chiffres prouvent à quel point les femmes n'ont pas accès justement à Internet. Et c'est comment on arrive à étendre le réseau Internet. Donc, pour mon expérience personnelle, aujourd'hui, ça fait à peu près 4-5 ans donc, que j'ai lancé du coup K-Obstec, donc d'abord en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment sur une niche. À chaque fois, je dis qu'on est sur une niche parce qu'on ne digitalise pas des flux de colis urbains ou de manière régionale, mais on va aller vers les zones rurales. Et donc, c'est bien beau de développer, par exemple, des outils, mais si derrière, dans ces zones, la connectivité est compliquée, on ne peut pas forcément y arriver. Donc, nous, par exemple, pour pouvoir travailler, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé un système, donc une solution numérique qui permet d'être utilisée en mode offline. Donc, je peux créer en tant que guichetière ou caissière un colis, même si je suis à 500 bornes d'Abidjan ou dans n'importe quel village. Et ensuite, la deuxième des choses, toujours dans cette action, on va dire plutôt générale et globale, c'est comment on arrive à faire baisser finalement le coût de la connexion. Parce que si je parle d'éduquer en ligne, ben, ça veut dire que non seulement déjà j'ai accès à Internet, mais ensuite, au-delà de l'accès, c'est l'accès financier. Donc, est-ce que j'ai la capacité financière à pouvoir me connecter à Internet pour pouvoir suivre n'importe quel type de formation, n'importe quel type de cours? Oui, là, je pense à des modèles en t'écoutant comme école au Sénégal qui permettent justement de donner l'accès à un plus grand nombre à des formations de qualité. Je pense que tu as probablement d'autres exemples en tête qui permettent… Oui, je pense qu'après, il y a la mise en place aussi de pas mal de programmes de formation pour pouvoir familiariser les femmes aux outils même basiques, aux outils numériques basiques. Comme le fait de pouvoir maîtriser des logiciels de base. Ben, ça peut permettre derrière de pouvoir demain, je ne sais pas, devenir caissière, travailler pour avoir n'importe quel boulot et après des métiers un peu plus spécifiques comme le coding. Donc, oui. Par exemple, quand j'ai lancé l'activité, je cherchais par exemple toutes les écoles ou les infrastructures qui formaient des jeunes filles ou des jeunes femmes au coding. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a eu, on a passé quelques entretiens avec She's the Code, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'initiative. Et ça, c'est vraiment des initiatives qui sont intéressantes parce que c'est des formations courtes qui permettent justement à ces femmes de se familiariser et de rentrer vraiment dans ces métiers du numérique. Et après, on a vraiment tous les métiers, toutes les formations qu'on appelle beaucoup sous forme de MOOC, là, qui permettent justement de mettre à disposition des formations pour leur donner accès finalement à un emploi dans le secteur des nouvelles technologies et qui permettent aussi de se reconvertir, d'avoir des parcours de reconversion ou des formations qualifiantes, on va dire.
Très bien. Edmond, on a tendance à dire que plus on est familiarisé jeune à des notions et plus c'est facile de se les approprier. Dans cette droite lignée, il y a des initiatives comme Happy Coders qui existent et qui permettent aujourd'hui d'enseigner aux enfants à coder. Est-ce qu'au niveau de Huawei, c'est des initiatives que vous soutenez ou comment se matérialise aujourd'hui l'engagement de Huawei pour favoriser la promotion de la formation et de l'accès au digital? Merci Sénabo. Je voudrais commencer par dire qu'avant d'entamer le point de la formation, parce que pour avoir une formation, il faut avoir l'éducation à la base. Aujourd'hui, on va parler, je préfère qu'on parle de l'éducation puis de la formation, parce qu'à la base, si on peut rompre la rupture, si on peut on peut briser l'écart qu'il y a entre le nombre de femmes éduquées en Afrique et le nombre d'hommes, par exemple, on donnerait déjà à la base, comment je peux dire, une fondation aux femmes pour avoir accès à un certain nombre de formations. Oui, il y a des formations, Huawei en fait, mais nous souhaiterons qu'aujourd'hui, que les leaders comprennent qu'on a besoin de trouver les outils qui permettent à la base à beaucoup plus de jeunes femmes d'avoir accès à l'éducation. Les femmes aujourd'hui en Afrique représentent 50% de la population, mais elles ne contribuent qu'à 33% au PIB en Afrique. Donc, c'est un peu réduit. On sait combien les femmes entrepreneurs sont fortes. Donc, on devrait donner beaucoup plus d'espace aux femmes et on devrait mettre un accent sur l'éducation de la jeune fille. Au-delà de l'éducation, en parlant de formation, effectivement, lorsqu'on a une éducation à la base, on peut avoir accès à un certain nombre de formations. Aujourd'hui, par exemple, Huawei a compris qu'avec la transformation digitale ou alors l'élan du numérique qui s'est prononcé un peu plus fort depuis le Covid, il est important de penser à l'avenir, il est important de former la réserve qui est la garantie en fait de l'économie digitale de demain. Et depuis quelques années déjà, pour le Cameroun notamment depuis 2013, nous organisons des formations que nous appelons un peu des programmes de transfert de compétences au niveau des universités, qui sont des programmes en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui permettent aux jeunes, on les appelle, et ce sont des programmes, il y a plusieurs programmes. On a la Huawei ICT Academy qui est le grand programme qui englobe d'autres sous-programmes comme le Huawei ICT Competition et Huawei Seed for the Future. Alors, pour comprendre un peu, la Huawei ICT Academy, c'est un programme de transfert de compétences en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un programme à responsabilité sociale de Huawei. Nous prenons en charge tout et nous accompagnons les jeunes Camerounais à acquérir des compétences dans le domaine des TIC, puisque c'est notre domaine d'ailleurs. Huawei est leader dans le monde des TIC. Donc, nous faisons un transfert de compétences pour la communauté locale. Et cela nous permet d'aller dans les universités d'État et dans les grandes écoles où nous formons d'abord les enseignants, parce que ça, il faut le dire, pour la pérennité en fait du savoir, nous faisons venir des experts de Huawei qui viennent former d'abord les enseignants de ces établissements. D'accord, donc formation de formateurs. Voilà, la formation des formateurs. Et ensuite, maintenant, ces formateurs reçoivent des certifications. Ils sont certifiés. Et après des certifications, ils sont autorisés maintenant à former leurs étudiants et à faire ce transfert de compétences de façon adéquate, de façon locale. Et c'est mieux fait de cette façon parce que les étudiants sont plus habitués à leurs propres enseignants. Alors, pour donner quelques chiffres un peu, on va dire, depuis 2013, depuis 2015, où on a lancé la Huawei ICT Academy aujourd'hui, on a déjà formé plus de 145 enseignants déjà, et on a déjà formé plus de 3500 étudiants depuis 2015 déjà, et ça permet effectivement à la base, au niveau du supérieur déjà, étant encore à l'école, d'intéresser plus de jeunes et surtout les jeunes femmes au métier du numérique. Et c'est plus important pour nous parce qu'en tant qu'entreprise citoyenne, nous pensons que c'est de cette manière que nous développons la ressource qui sera en même de continuer ce qui est déjà fait par les leaders que nous sommes aujourd'hui. Et on va dire qu'il n'y a pas d'économie numérique, il n'y a pas d'avenir pour l'économie numérique s'il n'y a pas la formation de la jeunesse, s'il n'y a pas l'éducation de la jeune fille et de la jeunesse à la base, s'il n'y a pas un transfert de compétences de l'entreprise vers la jeunesse, s'il n'y a pas une relève qui va effectivement assurer que ce développement soit pérenne. Donc, pour nous, je redis encore, pour Huawei,
l'éducation, la formation sont des outils, effectivement, pour l'autonomisation de la femme, surtout à cette ère du numérique. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Cynthia tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des zones blanches, beaucoup de zones blanches en Afrique, beaucoup de zones où il est très difficile d'avoir accès finalement à ces plateformes qui nécessitent déjà d'avoir un bon niveau de connectivité Internet. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Je regarde en même temps les questions qui sont soulevées par les personnes qui nous suivent et qu'on salue. Je pense notamment à Chérif Sarr, qui est au Sénégal et qui a lancé le réseau des communautés autofinancées du Sénégal et qui nous interpelle en nous disant qu'il a un sérieux problème pour le suivi des femmes qu'ils accompagnent en milieu rural. Alors, peut-être, Cynthia, est-ce que tu aurais des suggestions, des recommandations pour améliorer finalement le suivi à travers des outils numériques qui sont efficaces et qui sont éprouvés? Alors, très bonne question. Je vais parler d'abord de dépendance. Edmond a parlé beaucoup d'accès justement à l'éducation, donc qui pour moi est une cause justement, on va dire une cause de dépendance qu'il faut résorber justement et qui peut être résorbée par l'usage du développement donc d'outils numériques. C'est un préalable. Qui est un préalable, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la structure sociale de nos sociétés, elle favorise vraiment les situations de dépendance, déjà des femmes vis-à-vis des hommes. On le sait tous. Aujourd'hui, la première cause, donc c'est ça, c'est le faible accès à l'éducation. C'est un accès finalement au marché du travail qui est difficile et une faible inclusion financière. Concernant, on va dire, l'environnement rural, c'est bien beau, c'est vrai, de parler de comment digitaliser, comment numériser justement l'éducation, mais c'est un accès qui reste difficile. Et je pense que la première chose pour résorber ça, c'est tous les services financiers numériques qui sont déjà en place et qui continuent de se développer et qui, pour moi, permettent de contourner en fait finalement le système bancaire classique dont finalement ces femmes elles sont exclues. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les outils justement du mobile payment, les femmes, elles peuvent avoir accès finalement à des produits financiers qui étaient avant inaccessibles dans ce circuit justement classique. Et dans les zones rurales, on voit de plus en plus justement la capacité à pouvoir juste gérer son argent parce qu'on arrive à faire une activité, on arrive à gagner son argent au travers de cet outil-là et on arrive à faire des transferts d'argent. Donc ça, pour moi, c'est déjà une étape qui peut paraître assez basique, mais qui est hyper importante et qui permet justement de sortir de cette dépendance. Donc, je pense que déjà, ce premier outil est quelque chose de très important. Après, on a des initiatives. Alors, c'est intéressant que tu me poses la question, Seynabou, parce qu'il y a à peine 10 jours, on a reçu 33 filles chez Keopstech de l'initiative Empower. Et Empower se concentre beaucoup sur les jeunes filles qui n'ont pas eu l'opportunité d'être scolarisées ou des jeunes filles qui sont dans le milieu rural. Et donc, ça s'appelle Girl Power. Et donc, du coup, on a reçu ces filles qui, en fait, avaient tout un circuit pour aller justement échanger et comprendre certains métiers du numérique dans différentes entreprises. Et je pense que ces situations-là, ou ces situations qu'on crée sont hyper importantes déjà avant de donner un outil même numérique pour pouvoir échanger avec ces filles. Et donc, la plupart de ces filles m'expliquaient que voilà, elles ne sont pas scolarisées, elles n'ont pas eu la chance, elles n'ont pas les moyens financiers. La majorité, elles n'ont pas de smartphone. Donc, elles posaient des questions qui étaient vraiment très basiques sur voilà ce que je veux faire. Moi, je veux être dans l'esthétique. Moi, je veux faire de l'élevage de porcs. Moi, je veux faire, voilà, chacune avec ses ambitions. Et je pense que ce type d'initiative où on arrive à mettre un groupe de jeunes filles dans des structures en leur expliquant voici les métiers que nous faisons, voici ce que vous voulez faire. Vous avez certes, parce que ça reste un handicap d'être illettré, pour pouvoir lancer un business, d'avoir des moyens financiers qui soient faibles. Et donc, c'est comment on arrive à les booster, comment on arrive à leur expliquer comment vous pouvez faire avec les moyens que vous avez à disposition. Et donc, ces personnes-là, c'est leur expliquer, OK, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir aboutir à ce projet?
et comment le numérique peut vous aider. Aujourd'hui, moi, le numérique pour aider ces filles, ce n'est pas de leur dire, bah, écoutez, il faut trouver de l'argent pour pouvoir aller vous connecter et aller trouver des formations. C'est déjà aller faire des formations sur le terrain. Ensuite, vous allez gagner de l'argent. Comment vous allez préserver cet argent? Comment vous allez économiser? Comment vous allez… Donc, pour moi, c'est vraiment un parcours éducationnel pour les aider déjà sur cette première étape. Et la deuxième étape après, c'est de trouver des moyens pour les faire rentrer dans des systèmes où, si elles sont intéressées par le coding, si elles sont intéressées par les différents programmes dont je parlais tout à l'heure, c'est comment on les accompagne. Mais c'est vrai que le fait de mettre à disposition, enfin en tout cas, si elles ont la possibilité dans cette seconde étape-là, surtout si elles sont dans un milieu rural, c'est à prévoir dans quelle mesure elles peuvent être dans des structures telles que Empower, telles que même le Huawei parlait de ces différentes formations, pour les aider justement à avoir accès à Internet et à savoir comment trouver des formations, qui soient même des formations gratuites, pour les aider à se former dans quelque chose de spécifique. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, j'en profite pour saluer Marguerite Meillet, Anita Oyono, qui nous suivent depuis, je pense, le Cameroun. Merci d'être avec nous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Et n'hésitez pas à poser vos questions à nos deux brillantes panélistes. Alors, on va commencer par prendre quelques questions, parce que je crois qu'il y en a pas mal. Avant de les prendre, je voudrais m'adresser à Edmond. Edmond, aujourd'hui, en étant dans un groupe comme Huawei, est-ce que vous avez su identifier des instruments, parce que tout de suite Cynthia parlait, tout le monde n'a pas forcément un smartphone, donc le smartphone c'est l'instrument qui va nous permettre, quand on est un entrepreneur, de valoriser un produit, de commencer à faire du marketing quasiment pour peu de moyens, enfin en tout cas en ayant peu de moyens à déployer via la plateforme Facebook ou autre, mais il faut un minimum, au moins un téléphone qui sait faire des photos. Avec un Nokia 3310 ça marche moins bien, et donc aujourd'hui qu'est-ce que Huawei est en mesure de déployer pour essayer justement de faciliter cet accès à ces instruments qui vont permettre de démocratiser l'accès à Internet et puis aux plateformes qui permettent de se promouvoir aussi. Merci, Sinabou. Je voudrais donner simplement deux exemples. Le premier que je donnerai, c'est par exemple pour veiller à ce que les étudiants continuent d'apprendre malgré la pandémie mondiale. L'UNESCO a lancé la coalition mondiale pour l'éducation en 2020, en mars 2020. En tant que membre de la coalition, Huawei a lancé le projet DigiSchool au Sénégal. Là, c'est en août 2020. Et c'était en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et l'opérateur Sonatel, l'opérateur local au Sénégal, Sonatel. Alors, le projet visait à fournir une formation à distance de 20 000 enseignants et de 100 000 élèves dans 200 écoles. Alors, à la fin, on a, en décembre 2020, plus de 200 enseignants qui avaient déjà reçu une formation et les compétences numériques requises pour l'enseignement à distance. Donc voilà, ce qui a aidé à peu près 15 000 élèves dans plus de 60 écoles. Alors voilà simplement un exemple pour une action, c'est-à-dire non seulement une très grande action, mais collaborative, mais aussi massive, qui donne la possibilité aux jeunes, effectivement, d'avoir accès aux outils et alors aux connaissances de base pour le numérique et leur permettre de s'autonomiser. Ensuite, on a en juillet 2020, Huawei a lancé un partenariat avec Dynex Africa, une organisation caritative féminine. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, chez Cynthia. Hein, et le partenariat a permis d'offrir une formation professionnelle liée à la science et aux technologies de l'ingénierie. Donc voilà, c'est la formation des jeunes dans les zones rurales et elle a aidé aussi à sortir de leur sortie dans des conditions difficiles. En 2020, on a eu plus de 1000 femmes qui en ont bénéficié. Voilà un peu les formes, c'est-à-dire d'action massive que Huawei prend, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, hein, dans d'autres pays aussi, pour que les jeunes aient accès à l'outil de base ou alors à la connaissance de base qui leur permettent d'avoir accès au numérique ou alors d'utiliser le numérique comme un outil à leur autonomisation économique.
Alors justement, Edmond, tu as une question de Marguerite Meillet Oui. qui demande finalement, s'agissant des enfants dans les programmes scolaires, qu'est-ce qui est fait par Huawei? Sa question exactement, c'est au regard de la notion de responsabilité sociale des entreprises, qu'est-ce que Oui. fait Huawei pour l'éducation de base en Mhm. informatique des enfants dans les programmes scolaires? OK. Alors, ce que je dirais, je répondrai rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Marguerite, OK, à Marguerite. Marguerite. Alors, pour le programme, une fois que Huawei a lancé le programme de transfert de compétences vers la jeunesse, on s'est dit, premièrement, il faut commencer déjà par ceux qui ont les compétences, c'est-à-dire l'éducation de base nécessaire pour pouvoir comprendre le transfert de compétences dont il est question. Mais nous sommes progressivement en train de migrer vers des modèles de partage qui permettent d'intégrer l'enseignement primaire aussi, ou alors l'enseignement de base, et voir quels sont les outils qui pourraient mettre en place pour accompagner le système existant déjà. Parce qu'il faut dire, Huawei étant une entreprise privée, si on va accompagner la jeunesse, on ne va pas importer des technologies avec des éléments de base qui ne sont pas existants sur place. Il faut travailler avec le ministère local et voir déjà quels sont les outils qu'ils mettent en place, quels sont les compléments ou alors les efforts que Huawei peut fournir pour les accompagner. Et pour la zone CEPAC, déjà, par exemple, on a eu en fin d'année dernière, je crois que c'était en septembre, une audience avec le ministre de l'Éducation de base pour voir ensemble un peu quels étaient les moyens et comment est-ce que localement Huawei pouvait les accompagner pour avoir des outils qui permettraient déjà à inscrire le numérique dans le programme scolaire de ces tout petits. Merci Donc, beaucoup, Edmond. Alors, progressivement, on va y arriver. on va y arriver, on tient le bon bout. Alors, Cynthia, j'aimerais qu'on parle un petit peu, qu'on revienne un peu sur ton parcours. Toi, tu as quitté une structure qui s'impose aujourd'hui comme le leader du e-commerce en Afrique, Jumia Travel, toujours en Côte d'Ivoire, hein, pour lancer ta propre plateforme. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire et à te lancer dans cet environnement, dans cet écosystème des techs en créant ta première structure? Moi, ça m'intrigue. Dis-nous tout. Alors, je ne suis pas seule. J'ai un associé qui est lui le fondateur, qui a en fait eu cette idée et qui est venu me chercher en Côte d'Ivoire en me disant, bon, je cherche quelqu'un qui va porter et développer le bébé. Et au départ, je me suis dit, waouh, enfin, le transport. Bon, le transport. Voilà, j'ai pas évolué dans ce secteur d'activité. Mais le challenge était intéressant. Et je me suis dit, OK, tu es là face à un associé finalement qui, lui, a baigné dans ça pendant 20 ans. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que je parle de l'association de compétences, surtout quand on n'a pas évolué ou moi, je n'ai pas fait mes études dans la logistique spécifiquement. Par contre, j'avais ce bagage justement numérique, écosystème digital, et je me suis dit, ça serait bien d'allier nos forces et de relever le challenge. Donc, c'est comme ça qu'en fin 2017, du coup, j'ai monté le bébé. Donc, j'ai créé toute la structure juridique. Au début, j'étais seule. Ensuite, on était 3. Aujourd'hui, on est une quarantaine entre Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Ghana. Bravo. Et merci beaucoup avec tous les challenges que ça implique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on y croit, tout est possible. Et je pense que pour moi, le fait de vraiment, le numérique aujourd'hui a vraiment un rôle pour améliorer, pour moi, le quotidien des gens, le quotidien de millions de personnes. Et je pense que c'est ce qui me draine, en fait. Souvent, je dis c'est bien parce que tout le monde, on veut tous innover, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de digitalisation dans tous les secteurs d'activité. Mais soyons rationnels. On est en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. On a encore beaucoup de chemin. Il y a de superbes initiatives. Quand j'entends justement Edmond, et j'avais eu l'occasion justement durant le séjour avec Women in Africa de rencontrer des équipes Huawei qui nous expliquaient justement tout ce qu'ils faisaient là. Les caravanes, le ICT Academy, le DigiSchool, les choses comme ça. Je pense que c'est des superbes initiatives telles que celles que j'ai pu citer précédemment.
Et je pense que voilà, c'est chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice pour permettre justement d'intéresser tout le monde, c'est-à-dire pas que les hommes, mais aussi les femmes, à ces métiers du numérique. Et je pense que ça commence, je rejoins encore ce que Edmond disait tout au début. Avant de parler de formation, il faut parler d'éducation. Et du coup, dès le départ, c'est comment on arrive très tôt à inspirer, à booster les jeunes, que ce soit d'ailleurs les femmes ou les jeunes hommes, à pouvoir s'intéresser justement à ces métiers du numérique. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est très bien d'être dans cet écosystème-là. C'est important. On a tout intérêt, et je pense que la pandémie nous a montré que de toute façon, même si on a encore, nous, notre petit retard sur notre continent, il faut absolument qu'on puisse déployer et développer tout ce qu'il faut euh, pour ne pas être en marge, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut être dans l'accompagnement. Donc, il ne va pas avoir de digitalisation sans mettre au centre vraiment le capital humain. Et donc, il y a je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation et un accompagnement hyper spécifique à faire pour que justement cette transition, elle se fasse de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, nous, on l'a bien vu, hein, aujourd'hui, nous, notre solution aussi, on s'était amusé à se dire, OK, on la lance et du coup, on forme une demi-journée ou une journée les personnes, les utilisateurs, ben, il ne se passerait plus rien. Et on a mis en place en fait un système avec une équipe opérationnelle qui est disponible tous les jours, qui va sur le terrain tous les jours, qui accompagne dans l'usage, on met à jour une solution, ben, il faut être derrière pour voir est-ce que la personne est capable de l'utiliser, quels sont les bugs, est-ce qu'on a développé les bonnes features en fait sur cette application pour permettre à la personne d'avoir un usage qui soit optimal. Donc voilà, il y a tout un travail en tout cas de longue haleine qui est vraiment pour moi de la relation humaine justement pour pouvoir passer à cette étape de transition pour la digitalisation, la numérisation. Tout à fait. Ouais, bah, écoute, on sent bien que c'est une passion pour toi, le digital. Une passion chevillée au corps. Alors, Edmond, moi, j'ai une question avant qu'on termine sur cet échange-là et qu'on passe à prendre d'autres questions des personnes qui nous écoutent. On vous remercie encore d'être avec nous. Je salue Lynn Gaël Tati. Je salue également Adeola Ibiemi. J'espère que je prononce bien. Merci d'être avec nous. On va essayer de prendre un maximum de questions. Edmond, tu as eu plus de 13 années d'expérience dans ce domaine. Et une question me vient en tant que responsable communication marketing et aujourd'hui responsable des RP. Est-ce que forcément, lorsqu'on doit occuper un poste de cette importance-là, on doit être familière avec l'univers, le digital, du numérique, des technologies, ou est-ce qu'on peut apprendre en faisant? Explique-nous un petit peu cette expérience-là. Parle-nous un peu de toi et de comment tu as vécu ça. Je dirais, la première des choses, ça revient encore sur un élément que j'ai dit au départ, l'importance de l'éducation de la jeune femme. L'importance de l'éducation de la jeune femme, parce que lorsqu'on a reçu une éducation adéquate, on est à même de pouvoir pivoter d'un domaine à un autre. C'est vrai qu'au départ, je commence par les médias, je commence plutôt par les médias et j'étais très passionnée des médias au départ, il faut me le dire, avant de rejoindre le monde des… J'ai fait, je crois, 4 ans et demi avec les médias, avant de rejoindre le monde des TIC, où je continue toujours quand même un peu dans les médias et les RP, mais je vais dire, étant sur place, l'avantage de travailler avec une entreprise comme Huawei, au-delà d'être une multinationale, c'est que Huawei a derrière, c'est-à-dire derrière chaque profil ou alors derrière chaque personne, un véritable profil de carrière et toute une formation. Nous ne formons pas que les autres, nous nous formons aussi nous-mêmes en interne. Donc, ça veut dire on nous donne la possibilité, c'est-à-dire de se former en interne, de se certifier, de pouvoir apprendre. Nous passons beaucoup d'examens en interne pour s'assurer qu'effectivement, nous grandissons avec l'entreprise et que nous sommes en même de pouvoir défendre ce que nous faisons. C'est-à-dire au-delà de ces responsabilités sociales que Huawei a envers les communautés autant pour moi dans lesquelles nous sommes installés, nous avons aussi nos responsabilités sociales envers nos employés en interne. C'est de pouvoir les former, c'est de pouvoir les grandir, c'est de pouvoir les développer vers une expertise dans laquelle ils se retrouvent confortablement. Et je pense que j'en suis l'un des résultats parce que je pense que des personnes comme moi à l'intérieur de Huawei, il y en a énormément.
Il y en a énormément. Et la base, en fait, c'est l'éducation, parce qu'aujourd'hui, pour avoir reçu une éducation adéquate, on est à même de pouvoir être flexible sur l'apprentissage d'un domaine vers un autre. Oui, voilà, de s'adapter dans l'apprentissage d'un domaine vers un autre. Et on va continuer de dire que pour que le digital soit un atout à l'autonomisation de la femme ou de la jeune femme, il faut briser l'écart qu'il y a entre l'éducation de la jeune fille et celui de la gente masculine. Aujourd'hui, les chiffres montrent aujourd'hui que comment je peux dire, l'homme est 1,3% mieux éduquée que la femme en Afrique. Donc, il faut dire que c'est un écart qui se prononce. On devrait beaucoup plus militer sur l'éducation, l'accès à la jeune femme à l'éducation. Et avec ça, je pense que quand elles seront, que ce soit celles qui sont entrepreneurs ou bien celles qui vont, comme moi, migrer vers des profils d'employés ou peut-être demain aussi d'employeurs, on a besoin d'avoir la connaissance qu'il faut. Et aujourd'hui, avec Huawei, aujourd'hui, on a beaucoup d'activités autour de nos programmes ICT Academy, ICT Competition, Seed for the Future. Avec Seed for the Future, il faut bien que j'en parle aussi parce qu'autour de ICT Academy, on a ce sous-programme Seed for the Future qui est célébré chaque année avec ces établissements partenaires de la ICT Academy où nous donnons la possibilité aux meilleurs étudiants, c'est-à-dire à ceux qui ont les meilleures performances, ceux qui sont vraiment passionnés des TIC, d'aller faire des formations en Chine. C'est-à-dire, oui, et tout est pris en charge par Huawei. C'est pour permettre, voilà, c'est un modèle aussi pour encourager les autres à vraiment prendre l'économie numérique au sérieux. On leur donne la chance à penser qu'ils peuvent aller en Chine, aller toucher du doigt dans nos laboratoires, aller toucher du doigt dans nos, comment je peux dire, dans nos services en Chine, voir ce qui se fait là-bas, comment est-ce qu'on monte un téléphone, comment est-ce qu'on monte un dongle. Ils ne peuvent pas seulement le voir dans les plateformes, dans les laboratoires virtuels, ils peuvent le voir aussi physiquement. Et voilà, ça leur donne l'expérience de s'accrocher à ce domaine qui est porteur. Parce qu'on va le dire, hein, après la pandémie, comme Cynthia le disait tout à l'heure, on se rend compte qu'on ne va pas se séparer du numérique. Ça, c'est clair. On ne va pas se séparer du numérique. Et de plus en plus, il faudrait que tout le monde s'intéresse, pas uniquement ceux qui vont faire dans ce domaine, parce que vous soyez dans le domaine du numérique ou non, vous serez contraint à utiliser le numérique pour pouvoir atteindre vos fins. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Edmond. Le numérique, accélérateur pour l'autonomisation des femmes. Alors, on va prendre quelques questions. J'aimerais qu'on ait un peu le temps aussi de revenir vers nos intervenantes pour un petit mot de la fin. Alors, on a une question de Kossi Sami qui nous demande « Bonjour les panélistes, nous savons tous que la volonté ne rime pas souvent avec les moyens. Nous parlons du numérique et savons que le grand problème d'accès aux technologies, surtout l'alphabétisation numérique, concerne plus les femmes rurales. Comment pouvons-nous aider ces femmes ?» Alors, j'imagine que c'est la question, c'est comment concrètement est-ce qu'on peut aider ces femmes? Si vous deviez, vous, retenir une solution qui vous paraît être la plus efficace ou à prioriser, quelle serait-elle? On commence par Cynthia? Yes, alors moi je reviendrai sur ce que j'ai dit au préalable, vu qu'on parle de cette cible justement de ces femmes en milieu rural. Une solution qui pour moi reste une solution efficace, c'est de se tourner vers tous ces organismes, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, qui permettent justement de faire une sorte je ne sais pas si je peux appeler ça c'est comme un incubateur, mais en fait qui prennent ces femmes et qui leur permettent en fait d'avoir des bases. Je sais qu'il y a des formations où on montre aux femmes comment utiliser justement des outils basiques comme Excel, Word, etc. C'est des formations où on va expliquer comment on peut gérer son argent au travers justement d'outils financiers, donc comme le mobile payment, et ensuite de faire une sorte de découverte dans différentes structures qui ne soient pas forcément par exemple, le Kéopstech, on n'est pas dans l'agriculture, on n'est pas dans l'agriculture, mais par contre, on exerce dans cet environnement rural-là. Et donc, c'est intéressant de venir voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est possible de faire
au travers du numérique dans cet environnement qui reste contraignant, parce que je parlais de connectivité, d'infrastructures, etc. Donc, je pense que c'est déjà une première étape qu'elles puissent en fait baigner dans une sorte d'écosystème avec d'autres femmes qui ont des projets similaires ou pas, où on va finalement les introduire auprès de différents entrepreneurs, PME, structures qui vont prendre le temps justement de pouvoir les mentorer. Ça peut être une formation de quelques mois, ça peut être une formation de quelques semaines. Et je pense que si elles le font de manière assez régulière, c'est déjà une forme d'éducation, une forme de sensibilisation qui peuvent leur apporter quelque chose. Et pour moi, ça, c'est la première étape, en parlant bien entendu d'une cible particulière de personnes qui peuvent être déscolarisées ou qui n'ont pas été scolarisées, qui sont illettrées et qui sont dans la zone rurale. Donc, savoir toquer à la bonne porte pour se faire accompagner. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là et qui marchent assez bien. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'elle. Edmond, tu es interpellé aussi par Charbel Kouakou, qui a une initiative qui me paraît très intéressante, en tout cas indispensable dans nos écosystèmes. On n'en parle pas suffisamment. Elle est présidente de l'ONG Anne-Imanti, qui est un site internet qui apprend aux aveugles à utiliser l'ordinateur pour leur autonomie. Comment faire pour coopérer avec Huawei? C'est la question qu'elle pose. Elle-même, elle est aveugle et elle demande finalement, nous utilisons les revues d'écran et les assistants virtuels pour manipuler les ordinateurs et les variantes. Elle voudrait savoir finalement comment Huawei pourrait soutenir une initiative comme la sienne. Alors, premièrement, je pense que je viens de lire le message. Elle doit être au Sénégal, c'est ça? Alors, est-ce qu'elle a précisé, Charbel, où est-ce qu'elle était basée? On va regarder. Je n'ai pas vu la précision sur la localisation, mais j'ai l'impression… Elle est en Côte d'Ivoire. Voilà. Les femmes aveugles de Côte d'Ivoire. Et chez moi. Oui, voilà. On va dire, au-delà des actions de transfert de compétences qui sont aussi des responsabilités sociales chez Huawei, nous avons aussi l'accompagnement des actions, des associations comme ça, qui peuvent, que nous mettons aussi toujours dans nos responsabilités sociales. Je l'inviterai à se rapprocher de notre bureau de Côte d'Ivoire. Parfait. Avec la documentation et une proposition en bonne et due forme qui explique le contenu, les activités de son association et bien évidemment les éléments qui permettent de défendre l'accompagnement qu'elle souhaite de Huawei. On va les diriger auprès des personnes compétentes du bureau du Côte d'Ivoire et on va remonter l'information à qui de droit et elle peut me croire. Huawei prête attention à tout ce qui concerne le développement des personnes fragiles. Très bien, merci beaucoup d'avoir bien voulu lui répondre. Et alors, quelle serait la solution si tu devais identifier une solution, un instrument, un levier qui pour toi peut accélérer véritablement cet accès à l'autonomisation des femmes, un seul, brièvement, quel serait-il? Premièrement, je dirais deux mots forts. Un, l'éducation, deux, la formation. Il faut absolument mettre un point d'honneur sur l'éducation et le deuxième, la formation. Je suis très intéressée par le propos de Cynthia tout à l'heure sur comment je peux dire, les femmes en zone rurale, parce que lorsqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, on a énormément de zones enclavées, on a énormément de zones rurales et aujourd'hui, je vais dire par exemple, dans la zone CEMAC, par exemple, on a l'économie numérique, surtout pour le Cameroun, on a l'économie, pas l'économie numérique, je vais dire l'économie en général, le PIB qui est porté à 98% par les PME. Et les PME, c'est les petites et moyennes entreprises, c'est la femme rurale, c'est les petits commerces, ainsi de suite. Alors, c'est ceux qui portent l'économie en général. Comment pouvoir développer ces personnes à pouvoir utiliser l'outil numérique comme étant un atout à la croissance économique? Parce que si on a touché ce levier de la population, alors on a boosté l'économie en général. Alors, si on va rentrer, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique aussi, on sait que l'économie portée par l'agriculture a un caractère très fort. Donc, et ça se passe aussi en zone rurale. Donc, pour la zone rurale, je dirais simplement, on va pouvoir faire des propositions simples au pouvoir public. Au pouvoir public, il faut trouver au niveau des ministères de l'éducation ou du supérieur ou de l'éducation de base des moyens qui permettent aux enseignants qui sont affectés dans ces zones rurales de pouvoir
adapter à leur contenu des savoirs ou alors des propositions qui permettent à la jeunesse de pouvoir intégrer l'outil numérique comme étant un atout, même pour leur éducation. Il faut commencer par là. Il faut déjà que la jeunesse, dès le bas âge, puisse intégrer que pendant que nous sommes encore en zone rurale, mais quand on va aller à tel niveau, il va falloir cesser. Donc, je pense qu'on a un problème de politique aussi. Il faudrait que les politiques intègrent l'importance de l'économie numérique et que ce soit intégré dans les modules de formation, que ce soit dans les livrets scolaires ou bien alors dans les formations qui sont associées. Et je pense que de cette façon, ce sera aussi moins coûteux pour les gouvernements aussi de pouvoir commencer à préparer les plus jeunes à intégrer le monde du numérique. Très bien. Je voudrais qu'on prenne une dernière question avant d'arriver sur les mots de la fin. Je salue la présence de Aïchetou Ba qui nous suit depuis la Mauritanie. Bonjour et merci d'être avec nous. On a une question de Rebecca Abégué. Bonjour Rebecca, merci pour la question, merci pour les félicitations. On est heureux de savoir que vous passez un bon moment à nos côtés et que cet échange s'avère être instructif. Quels sont les outils les plus smart et efficaces que vous proposez pour se lancer, c'est-à-dire lancer, j'imagine, son initiative entrepreneuriale? Cynthia? Alors, la question, c'est quoi? C'est quels sont les outils numériques lorsqu'on se lance, c'est ça? Quels sont les outils les plus efficaces, les plus pertinents à utiliser quand on veut se lancer, j'imagine, dans une initiative entrepreneuriale? Rebecca, n'hésitez pas à préciser votre question si je ne l'ai pas bien comprise, mais moi, c'est comme ça que je l'entends en vous lisant. On est un entrepreneur, on est une femme entrepreneur, on veut se lancer. Quels sont les outils les plus efficaces qu'on peut utiliser? Ok, donc on est une femme entrepreneur. Avant de parler d'outils, je pense qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être déterminé. Il faut être déterminé à tel point que tout n'est pas rose et que de toute façon, on sait de toute façon qu'on sera face à certains aléas et certaines contraintes. Des échecs en font partie, donc ça moi j'en parle toujours et je dis que tant qu'on est prêt à faire des échecs, c'est qu'on est prêt à réussir parce que ça fait partie, c'est pas une courbe rectiligne, voilà, donc il faut, ça c'est le premier outil. Je parle pas d'outils numériques, mais pour moi voilà, c'est d'être vraiment préparé, de savoir que ça se fait sur le long terme. Ensuite, pour des outils, c'est une question qui est très globale, sans que je sache quel est le domaine spécifique ou le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous lancer. Je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils que moi, j'utilise à titre personnel, pour ma gestion personnelle, etc., tels que Asana. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui est gratuite et qui permet en fait la gestion, enfin s'organiser concrètement, comment organiser. Et je sais que toute la partie, on va dire, financière, la partie gestion de projet me permet vraiment d'être structurée au travers de cette application. Donc, je pense que c'est… Organiser son activité quand on a une entreprise, c'est ça? Oui, quand on a une entreprise, parce que moi, je l'utilisais à titre personnel, mais je l'utilise aussi pour l'entreprise. Donc, je pense qu'après, c'est… on va le partager sur le live chat. C'est Asana. Après, on utilise pas mal aussi Trello. Trello, en fait, c'est… je pense que tu connais Seynabou. En fonction de l'activité, en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, sur toute la partie business développement, on utilise beaucoup Trello. Ça nous permet justement de pouvoir segmenter nos cibles et de pouvoir avancer. Donc après, il y a quand même pas mal d'applications, on va dire, en plus gratuites, avec lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir avancer sur nos différents projets. Et ça, après, encore une fois, c'est… beaucoup de curiosité, c'est d'aller sur Google, c'est d'aller après sur Play Store et de chercher les applications qui sont gratuites au départ parce qu'on sait qu'au départ, on n'a pas forcément un gros budget. Et voilà.
Après, il faut faire attention parce que il ne faut pas se retrouver avec 10 applications ou 10 plateformes pour s'organiser parce qu'à vouloir trop tout structurer et tout organiser, en fait, on se disperse dans beaucoup de choses qu'on n'arrive pas finalement, selon moi, à suivre. Et donc, il faut vraiment en trouver entre une à trois qui nous permet, pour moi, de gérer toute la partie, on va dire, gestion de projet, gestion, enfin, de tâches, on va dire, organisationnelles et une application, soit une application, une plateforme qui nous permet de suivre, on va dire, toute la partie finance, parce que ça, c'est indéniable et c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette discussion. Je rappelle que c'est une série de 3. Hein. Il y aura également 2 autres sessions qui vont suivre, toujours sur cette importance du digital, le digital et le sport, d'autres thématiques. On vous partagera dans le chat. Héloïse se fera un plaisir de vous envoyer ça, le programme des prochaines sessions, ce qui vous permettra déjà de commencer à le marquer dans vos agendas pour ne surtout pas les manquer. Je voudrais qu'on revienne vers toi, Edmond, avec ce thème finalement qui nous a interpellés aujourd'hui. Toi, quel serait ton conseil? Parce qu'on a beaucoup parlé des femmes entrepreneurs. Il y a aussi des femmes qui évoluent dans des entreprises, dans des organisations de taille moyenne, de taille grande, des multinationales. Vous voyez, on est le parfait exemple. Et ce que je trouvais intéressant en vous invitant et de par vos parcours respectifs, c'est que vous êtes aussi l'illustration de ce qu'on peut faire et de la manière dont on peut utiliser le digital comme un véritable levier pour développer son entreprise ou alors aussi pour pouvoir se développer sa propre carrière. Alors, si tu avais un conseil à donner, Edmond, quel serait-il? Premièrement, je dirais, je reviendrai sur ce que Cynthia a dit tout à l'heure. Chaque obstacle est une opportunité. Il faut avoir la détermination d'apprendre quelque chose de nouveau. Il faut avoir la détermination de savoir ce qu'on veut. Il faut avoir la détermination d'aller vers de nouveaux horizons. Il faut avoir, permettez-moi le mot un peu comme ça, hein, il faut avoir, comment je peux dire, le courage d'embrasser les difficultés qui se présentent parce que chaque difficulté est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'accumuler une nouvelle expérience et d'aller vers de meilleurs horizons. Alors, au-delà de ça, je dirais aussi que aujourd'hui, pour l'autonomisation, en parlant de notre sujet, pour l'autonomisation des femmes, il faudrait que les femmes soient beaucoup plus ouvertes, qu'elles s'exposent à l'apprentissage, qu'elles s'exposent au partage et qu'elles s'exposent effectivement à la connaissance. Il faut avoir les modèles de leaders que vous voulez suivre. Il faut entrer en contact avec les personnes qui sont déjà dans le secteur d'activité ou alors qui sont un peu une référence dans le secteur que vous apprivoisez. Mais surtout, je vais dire, on ne va pas oublier les femmes des zones rurales parce que je vais dire, il y a bon nombre de femmes qui sont très déterminées, très courageuses, très ambitieuses, qui aujourd'hui se retrouvent dans les zones rurales. Mais il y a une question qui va remonter bientôt en disant que, OK, d'accord, on veut bien partager, on veut avoir des webinaires, on veut avoir un téléphone, mais en zone rurale, on n'a pas accès à la collectivité, ainsi de suite. Je vais dire, nous œuvrons là-dessus, des choses vont se faire progressivement. Quand il y a quand même ce mouvement migratoire entre les zones urbaines et les zones rurales, et les choses se font progressivement. Aujourd'hui, avec le projet Rural Star que Huawei a mis dans plus de 10 pays, Huawei œuvre à pouvoir trouver des solutions qui permettent à l'ensemble des populations des zones rurales à avoir la connectivité à des coûts vraiment très, 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 très abordables et on est en train de développer déjà ces solutions dans plus de 10 pays africains, entre autres la RDC, la Guinée équatoriale, le Cameroun aussi. Et elle permet aussi à ces personnes. Donc voilà, Huawei est en train de travailler au développement de la couverture numérique aussi pour les zones rurales dans plusieurs pays africains. Ça ne va pas se faire en un jour, mais elle est déjà en train de se faire. Mais n'hésitez pas. Oui, voilà, elle est en marche. N'hésitez pas à vous ouvrir à la moindre possibilité qui s'offre à vous. Faites des recherches quand vous avez besoin d'une information. Quand vous vous déplacez, allez vers ceux qui peuvent vous donner l'information. Et je pense que le reste va se faire normalement.
Merci beaucoup Edmond pour cette contribution très riche. On comprend que Huawei est un exemple aussi parmi ces entreprises-là qui acceptent de s'engager et puis d'accompagner les écosystèmes dans lesquels vous êtes. Je crois qu'il faut encourager toutes les entreprises, peu importe leur taille, à essayer de s'engager dans cette dynamique-là. Je me tourne vers toi, Cynthia. Si tu avais un conseil à donner à ces femmes qui nous écoutent, qui sont avec nous, quel serait-il, ce conseil-là, cette recommandation pour avancer? Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de croire en elle. Je dis toujours qu'il faut croire en sa capacité. Ça part de là, parce qu'avant d'accepter d'être formé, d'être entrepreneur ou d'aller chercher une autre vocation, je pense qu'il faut croire en sa capacité à pouvoir justement mener cette révolution digitale. C'est une question de droit. Comment en fait finalement se démener pour pouvoir justement avoir accès à cette éducation, à cette formation, parce que c'est ce qui va permettre justement de favoriser cette autonomisation-là des femmes. Et je pense surtout que la formation spécialisée va vraiment permettre, c'est quelque chose qui permet de devenir pour moi, fondamentalement compétitif. Et du coup, on parle beaucoup de transition, de transformation digitale. Et plus les femmes, les jeunes filles, très tôt, elles vont comprendre qu'il faut se former, avoir une formation spécialisée, plus elles vont être compétitives sur le marché et plus elles vont pouvoir aller de l'avant. Et je pense que aussi, on parle d'intégration, finalement, l'intégration sociale, elle est promue finalement par ce développement des formations. Ces formations dans le numérique qui vont permettre justement de gommer justement toutes ces disparités socio-économiques entre les femmes, entre les hommes. Et je pense que le besoin de recrutement dans le secteur de la tech, il est exponentiel. Et j'en parle avec, avec beaucoup de... ça me tient vraiment à cœur parce que ça a été... entre 2020 et jusqu'à fin 2021, un de mes plus gros challenges, de pouvoir trouver, voilà, parce qu'on a monté en fait en deux ans et demi, un laboratoire technique avec des développeurs, des lead développeurs, toute une équipe. Ils étaient 3. Aujourd'hui, ils sont un peu plus d'une quinzaine. Et sur les 15, mes chers développeurs, il y a 1 ou 2 femmes. Wow. Mais même pour trouver les hommes, ça a été vraiment un véritable challenge. Donc, pour moi, le besoin de recrutement dans le secteur de la tech, il faut vraiment que sur notre continent, les gens soient de plus en plus conscients et qu'ils se fassent former dès maintenant vraiment au métier du numérique, et ce qui va permettre finalement de leur donner vraiment les clés pour construire justement toute leur carrière. Et le besoin est là, les entreprises en ont besoin. Merci de l'avoir rappelé, Cynthia. Merci à vous, mesdames, pour la qualité de vos contributions. Merci d'avoir pris le temps de partager de votre expérience, de partager avec nous vos parcours et puis de nous expliquer aussi quels sont les conseils que vous pourriez donner pour avoir une vision assez pragmatique des enjeux qu'on a soulevés aujourd'hui à travers cette question de l'autonomisation des femmes par ou grâce au digital. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait souligné le fait que la ZLECAf aujourd'hui était une opportunité par rapport à un sujet comme le nôtre. Et c'est vrai, c'est une opportunité qu'il nous faut saisir également pour nous développer et j'allais dire lever toutes les barrières des frontières. Merci infiniment. Merci également à toute l'équipe Women in Africa. Merci à Héloïse qui a préparé cette session avec Geoffrey. Merci à Manon Massia, responsable communication chez Global Mind Consulting, qui nous a également fortement aidé à travailler et à préparer cette session. Et on vous invite naturellement à se retrouver pour la prochaine session qui se tiendra le 17 mars autour du sujet suivant: comment le numérique peut être un levier pour renforcer le sport féminin. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Seynabou, merci Edmond. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.